Bonjour et bienvenue donc pour ce talk présenté donc par Fabien et moi-même. Donc aujourd'hui, sans plus de temps, on va démarrer et on va vous parler de représentation des nombres dans les ordinateurs. Donc les ordinateurs, vous connaissez, sont des machines qui peuvent être des machines virtuelles, qui peuvent être des machines théoriques, mais en un moment, si je veux l'utiliser, il va falloir que ce soit des machines physiques que j'ai fabriquées avec des composants. Et donc, quand je vais vouloir représenter quelque chose dans un ordinateur, je vais le représenter avec des grandeurs physiques observables, si possible modifiables, de mes composants. Or, j'aimerais pouvoir représenter quelque chose parmi une infinité de possibilités, mais pour ça, mathématiquement, avec mes grandeurs physiques, j'aurais trois façons de faire. La première, ça serait de dire je vais utiliser des grandeurs non bornées. Donc, techniquement, avoir des composants qui vont être capables de gérer, je ne sais pas, des pressions infinies, des températures infinies, des courants infinis. Bon, ça, je ne vais pas savoir faire. Je ne vais pas pouvoir faire ça avec un coût fini, en fait. Une autre possibilité, ça serait de dire, OK, tant pis, je vais borner mes grandeurs. Je vais prendre par exemple un transistor, je vais l'utiliser entre 0 et 5 volts. Et entre 0 et 5 volts, je vais distinguer une infinité de valeurs intermédiaires. Donc ça, en admettant que ce soit possible, c'est-à-dire que les lois de la physique me le permettent, j'aurais quand même un problème, c'est que pour les discerner, ces valeurs, il faudrait que mon composant ait une précision infinie. Et une précision infinie avec un coût de fabrication et d'utilisation fini, je ne sais pas faire en fait. Bon, j'aurais bien une dernière possibilité qui est de dire ok, je vais juste avoir un nombre d'états discernables fini par composant et je vais utiliser une infinité de composants. Vous doutez bien que ça ne va pas résoudre mon problème de coût infini, donc c'est mort. Je ne peux pas, sur un ordinateur physique, représenter une valeur parmi une infinité de possibilités, un coût fini. Il va falloir que je me ramène à un problème plus simple. Et donc, par exemple, si je veux représenter une couleur dans un ordinateur, je ne vais pas chercher à représenter pour toutes les longueurs d'onde du spectre visible une intensité qui va de 0 à plus l'infini avec toutes les valeurs intermédiaires. Je vais me ramener à un truc de plus simple. Et par exemple, ce que je vais prendre, c'est je vais prendre une palette de couleurs, donc 24 couleurs ici. Je vais prendre un composant qui est capable de discerner 24 états. Et je vais associer chacun de ces états à une de mes couleurs. OK, ça, je peux faire. Ça, je peux faire, mais ce n'est pas ma seule possibilité. J'aurais aussi, par exemple, pu prendre deux composants. Un qui est capable de discerner 8 états, l'autre qui est capable d'en discerner 3, associer ces états à des lignes ou à des colonnes de ma boîte de couleurs, et finalement, là aussi, je pouvais représenter une de mes couleurs de façon unique. Donc, laquelle de ces deux représentations je vais choisir? Je vais prendre celle qui me coûte le moins cher, tant qu'à y être. Donc pour ça, il me faudrait pouvoir faire une estimation. Complètement à l'arrache, ça vous dit peut-être que tiens, déjà, le dessin du dessus, il m'a coûté plus cher à faire que le dessin du dessous. Alors si je veux essayer de creuser cette idée, je vais essayer de la mettre sous forme un peu plus mathématique. Je vais mettre une hypothèse qui est que le coût de fabrication et utilisation de mon composant va être en gros proportionnel au nombre d'états qu'il est capable de discerner. Si je veux discerner 2 fois plus d'états, il va falloir pouvoir générer des grandeurs physiques 2 fois plus grandes ou avoir 2 fois plus de précision ou laisser 2 fois plus de temps au signal pour se stabiliser, ça va me coûter 2 fois plus cher. Donc si je dis ça, déjà, il y a un truc que je vais pouvoir dire, c'est que mon exemple, là, avec 8 lignes et 3 colonnes, il a l'air d'être intéressant, mais il n'est pas optimal. Pour qu'il soit optimal, je pourrais calculer, alors je vous laisse faire ça à la maison, ça vous amuse, je pourrais calculer qu'il me faut le même nombre d'états discernables par composant. Donc techniquement, là, juste pour illustrer, si au lieu de prendre 8 et 3 pour mes lignes et mes colonnes, donc un coût de 8 plus 3, 11, j'avais pris 5 et 5, mon coût il descendait à 10, 5 plus 5, et en plus pour ça, je pouvais faire avoir 5 fois 5, donc 25 couleurs au lieu de 24. Donc, une fois que j'ai dit que mon ordinateur, vraisemblablement, je voulais qu'il ait le même nombre d'états par composant, ce nombre d'états par composant, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler la base de mon ordinateur. Et pour une base donnée, pour représenter une valeur parmi un certain nombre de possibilités, il va me falloir un certain nombre de composants que je vais appeler ma largeur. Et grâce à ça, je vais pouvoir commencer à poser quelques équations. Donc, le n, le nombre de valeurs différentes que je vais pouvoir représenter, c'est ma base puissance ma largeur. Le coût total de mon ensemble de composants pour représenter ces valeurs, en fait, il va être... Déjà, on a dit que le coût, c'est mon hypothèse de travail, le coût d'un composant est proportionnel au nombre d'états qu'il peut discerner, donc à ma base. Mais le coût de mon ensemble de composants va être en plus proportionnel à mon nombre de composants. En gros, à la louche, en estimation. Donc une fois que j'ai posé ces deux équations, je vous mets des étapes intermédiaires pour si jamais quelqu'un veut refaire le calcul, mais j'arrive à ce résultat, qui est que pour représenter une valeur dans mon ordinateur parmi un certain nombre de valeurs possibles, le coût de mon ordinateur va être en gros proportionnel à ma base divisé par le logarithme de ma base. Et ça tombe bien parce que c'est une fonction que je sais étudier en fait, dont je vous ai mis la courbe là dans le coin. Et cette courbe, elle a un I minimum ici pour la valeur E, le nombre de l'air.
Et donc ce calcul me dit que si mon hypothèse de départ est juste, je vais avoir à faire des ordinateurs en base 2,718. Alors 2,718, vous doutez bien que ça ne va pas être super pratique. En fait, je vais prendre la base entière qui me coûte la moins chère. Et donc ça serait la base 3. Alors la base 3, les ordinateurs ternaires, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler. Mais on peut faire des trucs intéressants avec. Juste une propriété, un truc qu'on peut faire avec un ordinateur ternaire, c'est mes 3 états, ok, je peux dire qu'ils représentent 0, 1 et 2, mais en fait, je choisis ce qu'ils représentent. Donc je peux aussi dire qu'ils vont représenter moins 1, 0 et 1. Si je fais ça, ça va m'intéresser parce que pour calculer l'opposé d'un nombre, ça va devenir très facile. Il va suffire que j'inverse chacun de ces treats indépendamment les uns des autres. Les treats, c'est comme des bits, mais en base 3. Et du coup, si ça ne me coûte pas cher de calculer l'opposé d'un nombre, ben je vais pouvoir prendre mon circuit qui fait des additions, je calcule l'opposé d'une de ces opérandes en entrée, et pour quasiment le même prix, ben mon circuit qui fait des additions fait aussi des soustractions. Donc c'est cool les ordinateurs ternaires, c'est super intéressant, mais par contre, les ordinateurs binaires ont des propriétés qui vont beaucoup plus m'arranger. Alors déjà aujourd'hui, par exemple, quand je vais faire un ordinateur, quand je vais le fabriquer avec des transistors, et le transistor, il se trouve qu'il a 2 états, facile à atteindre, facile à maintenir, que je ne peux pas dépasser en plus, c'est assez pratique, c'est l'état bloquant, où il ne laisse pas passer de courant, et à l'opposé, l'état saturé, où il laisse passer tout le courant qu'il peut. Du coup, ces 2 états, ça marche bien sur les ordinateurs binaires. Un autre truc qui est cool avec les ordinateurs binaires, c'est que je ne vais pas manipuler que des nombres en fait, dans un ordinateur, je vais aussi manipuler de la logique, et l'algèbre de Boole, avec ces 2 valeurs vraies et faux, pour manipuler de la logique, ça marche bien sur des ordinateurs binaires. Puis bon, tout simplement, quand je vais commencer à faire mes circuits, à designer mes schémas, essayer de les fabriquer pour trouver des astuces pour diminuer les coûts, en baissant le nombre de composants, en faisant des composants qui coûtent moins cher, aujourd'hui, j'arrive à des choses qui me coûtent beaucoup moins cher avec des ordinateurs binaires. Mais il y a des gens qui continuent à chercher ce qu'on pourrait faire avec des ordinateurs ternaires. Ok, maintenant que j'ai dit que je voulais faire des ordinateurs en base 2, pour une base donnée, je sais calculer en gros la largeur, donc le nombre de composants qu'il me faut utiliser. Il me reste un truc à faire, c'est pour dire, pour une combinaison d'états de mes composants, en fait, je décide que ça représente quoi comme valeur. Parce que finalement, comme avec mes treats de tout à l'heure, j'ai absolument le choix, je fais ce que je veux. Je pourrais faire un truc comme ça, par exemple. Dire, je prends tous les composants dans le même état, je vais dire que ça représente 0. Chaque fois que je vais changer l'état d'un bit, je vais dire que ça représente l'entier suivant. Une fois que j'ai fini de changer tout l'état de mes bits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rotation, par exemple, pour mes entiers suivants. Et puis après, quand j'ai plus de possibilités, je vais inverser un bit de plus et puis continuer mes rotations. Je pourrais faire un truc comme ça, j'ai le droit. Cette représentation, elle est légale, hein, personne ne m'interdit de la faire, mais je ne vais pas la faire et puis personne ne va la faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas intéressante, cette représentation. Qu'est-ce que j'entends par pas intéressante? C'est que si vous me donnez par exemple la représentation de 4 ici et la représentation de 7, vous me dites vas-y Fabien, fait l'addition, donc trouve-nous la représentation de 11. Je n'ai pas vraiment d'autre possibilité que d'avoir une table de précalcul et d'avoir précalculé tous mes résultats. Donc là déjà sur 6 bits, il me faut une table de 64 par 64. Or, le calcul qu'on a fait tout à l'heure, qui nous disait qu'on avait plutôt intérêt à faire des ordinateurs binaires, quasiment le même calcul va me dire qu'ici, vraisemblablement, j'aurais plutôt intérêt à faire 6 fois une opération avec une table de 2 x 2 qu'une fois une opération avec une table de 64 par 64. Donc, est-ce que j'aurais un outil mathématique qui me permettrait de faire ça, de travailler comme ça? Il y en a un qui s'appelle la numération de position. Et la numération de position, je ne vais pas vous embêter avec des maths, parce que vous la connaissez déjà. Vous la connaissez déjà, ça, parce que vous étiez fan des Shadok dans les années 80. Sinon, cherchez énumération Shadok sur YouTube, vous trouverez ça assez vite. Mais sinon, tout simplement parce qu'en CE1, on vous a appris à poser les additions avec votre table de 10 et la fameuse retenue qui vous permettait de faire des additions aussi grandes que vous vouliez. Et là, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser une table de 10 x 10, on va faire une table de 2 x 2, ça va coûter moins cher. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, en très grande majorité, à avoir des ordinateurs qui représentent les entiers en base 2 avec la numération de position. Donc en effet, comme vient de l'expliquer Fabien, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la base Shadok? Donc la base Shadok, c'est une base 4, donc, qui s'utilise avec 4 phonèmes qui sont Gabus, Omu. Donc c'est pas du tout pratique à utiliser, par contre c'est quelque chose qui marche. Il y a une autre base qui marche aussi, c'était Bobby Lapointe, chanteur des années 60, qui avait inventé le Bibi binaire, qui est une base 16 aussi, qui est faite pour être chantée. Et donc, fun fact sur le sujet, d'ailleurs, cette base 16, le Bibi binaire, il l'a déposé, et donc c'est quelque chose qui est breveté et qui est utilisable. Marché, c'est assez fun à voir. Mais bon, revenons à nos moutons, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Fabien vient de nous démontrer que la base 2, c'est quelque chose qui est très pratique. Il y a aussi quelque chose que vous connaissez et qu'on sait bien maîtriser maintenant, c'est l'algèbre de Boole.
Donc il nous est très rapidement venu à l'idée d'utiliser le binaire avec une numération de position et en posant un poids sur chacun des bits. On va prendre comme convention que le bit de poids le plus faible, donc celui qui a le moins de poids, est à droite, donc le bit 0. Le bit 0 vaut 2 puissance 0. Le bit 1 vaut 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. etc. Si on allume les bits chacun et qu'on les combine ensemble, on va pouvoir obtenir un nombre. Donc ça, c'est très facile, vous le manipulez globalement tous les jours, c'est quelque chose d'assez connu. Il a fallu faire des choix. Et là, du coup, je renvoie à la conférence de Stéphane Bortsmeyer ce matin, où est-ce que c'est des choix techniques ou politiques. En tout cas, il a fallu faire des choix techniques, c'est-à-dire de grouper un certain nombre de bits entre eux. Pourquoi ? Parce que, Fabien l'a expliqué, on ne peut pas avoir une précision infinie, on ne peut pas représenter une infinité de nombres, sachant qu'on a des transistors, donc un circuit fini. Donc il a fallu faire des choix en disant quelle plage de valeurs je souhaite représenter dans mon nombre. Donc on s'est mis à faire des groupes de 6 bits, 8 bits, 12 bits, 16 bits, 32, etc. Ce que vous manipulez couramment, ce sont des puissances de 2 et souvent des multiples de 8. Donc 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. Et donc la plus petite valeur que vous manipulez, au-delà du bit, c'est-à-dire en termes de représentation de nombre, c'est ce qu'on appelle l'octet, donc un groupement de 8 bits. Et souvent, on appelle ça un byte. Donc, deuxième fun fact, sachez qu'un byte n'est pas stricto sensu équivalent à un octet. Un octet, littéralement, ça vient de octal, donc qui représente un groupement de 8, donc de 8 bits. Sachez que dans les premiers ordinateurs, un byte n'était pas égal à un octet. Un byte, souvent, les bytes étaient des groupements de 6 bits ou 9 bits, ou ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'un byte signifie littéralement bouchée. Une bouchée, c'est-à-dire l'ordinateur, c'est-à-dire le nombre de bits qu'il est capable d'attraper quelque part en mémoire, ou sur une bande magnétique à l'époque, et qu'il est capable de traiter à un instant T. Sachant que les ordinateurs de l'époque, par exemple, prenons les ordinateurs de type CDC ou PDP, donc ça nous renvoie très très loin dans les années 60, ces ordinateurs travaillaient communément en 36 bits en interne. Et donc on pouvait avoir donc, des groupements, des octets, des bytes de 9 bits, et ils pouvaient traiter des bytes de 9 bits. Les bytes des ordinateurs CDC, ils travaillaient par groupe de 6 bits, et donc ils permettaient de combiner en interne pour faire ces opérations. Et parfois, sur ces octets, ou en tout cas sur ces bytes, il était utilisé, par exemple le 9e bit, était utilisé pour faire par exemple une forme de somme de contrôle. Donc on calculait la parité, et ce qui permettait de vérifier que les autres bits étaient bien positionnés, qu'on n'avait pas une perte de valeur. Parce que les ordinateurs n'étaient pas très fiables à l'époque quand même. Voilà. Donc on a commencé donc, à faire des groupements de bits pour obtenir donc, le binaire. Donc l'avantage, c'est que c'est simple, on utilise souvent des puissances de 2, c'est facile à grouper, on utilise l'algèbre de Boole, ça nous permet de représenter n'importe quel nombre entier en fonction du nombre de bits qu'on a. Voilà. Évidemment, représenter des entiers, là on parlait que des entiers positifs. On a eu besoin de représenter les entiers négatifs. Donc, première chose qui est venue, donc qui a émergé dans les années 40 et 50, c'est le complément 1. Le complément à 1, ça permet de représenter donc, des nombres entiers de façon très simple, puisque la façon de faire du complément 1, pour représenter l'opposé d'un nombre, il suffit de permuter chacun des bits, simplement. Et on prend comme convention que le bit de poids le plus fort, c'est le bit de signe. Donc, une propriété intéressante qu'on voit tout de suite à l'écran, parce que je vous ai mis un tableau de représentation donc de 0 à 7 avec l'opposé, de 0 à moins 7, c'est-à-dire qu'on a 2 zéros. Donc ça, c'est une propriété qui est intéressante et en même temps qui est gênante, notamment dans les premiers ordinateurs, puisqu'on a un 0 positif, un 0 négatif, ce qui engendre inévitablement plus de silicium et donc plus de circuiterie dans les ordinateurs pour pouvoir comparer le résultat d'opération, de dire est-ce que j'ai eu comme résultat, si je veux comparer à 0, est-ce que j'ai eu plus 0 ou moins 0 ? Si je dis je cherche à avoir 0, il faut faire 2 comparaisons. Donc ça coûte plus cher à implémenter. Et un autre inconvénient de cette notation en complément à 1, c'est qu'il y a sur certaines opérations des cas particuliers qui sont à gérer, et notamment certaines opérations qui ne peuvent pas être faites en une seule fois, mais en 2 opérations. Hop. Par exemple, une addition, une soustraction, vous êtes obligé de la faire en 2 fois. C'est-à-dire vous allez faire, comme vous faites aujourd'hui en décimale, vous allez faire vos opérations, vous allez ajouter donc chacun des bits ou soustraire chacun des bits ensemble. Potentiellement, vous allez avoir une retenue dans le cas d'une addition ou un emprunt. Vous allez le noter, et ensuite, une fois que vous avez fait vos premières opérations d'addition ou de soustraction, vous allez refaire une opération pour reprendre en compte cette retenue ou cet emprunt, et donc avoir votre résultat final.
Donc, inévitablement, ce que vous voyez comme inconvénient, c'est que l'opération ne peut pas être faite en un seul cycle machine. C'est-à-dire qu'il y a 2 opérations qui doivent être faites, et donc ça double effectivement le nombre de composants nécessaires pour pouvoir générer ce genre de résultat. Heureusement, on a trouvé une solution à ce problème, c'est d'utiliser le complément à 2. Donc le complément à 2, c'est presque la même chose que le complément 1, c'est-à-dire que pour calculer l'opposé des nombres, vous permutez tous les bits et vous ajoutez 1. Et ça apporte des propriétés qui sont assez intéressantes. Alors déjà, d'une part, ça nous permet d'avoir plus qu'un seul 0, donc ça simplifie la logique à implémenter dans les processeurs. Et par contre, ça permet de pouvoir faire aussi les opérations, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire en une seule fois. C'est-à-dire que lorsque vous additionnez des nombres entre eux que vous les soustrayez, mais c'est pareil pour les multiplications, les divisions, c'est-à-dire la retenue ou l'emprunt, vous pouvez l'utiliser tout de suite directement dans votre opération. C'est-à-dire en une seule passe machine, vous êtes capable de calculer votre résultat, et non plus en 2 temps. Donc ça, c'est intéressant. Au prix, par contre, là vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a une légère asymétrie dans la représentation des nombres. Comme on a fait le complément 1 et on a ajouté 1 pour obtenir le complément à 2, on se rend compte que l'espace de nombres représentables en négatif n'est pas strictement symétrique. Donc par exemple, si on prend un octet, donc on va pouvoir représenter les nombres de moins 128 à plus 127. Ce n'est pas très gênant en soi. C'est pareil pour les nombres 16 bits, moins 32 768 à plus 32 767, etc., etc. Donc il y a une légère asymétrie, ce n'est pas très grave, il faut juste en être conscient, notamment quand on travaille aux limites de l'espace qui est représentable. Pour être sûr, pour calculer correctement les débordements en cas d'opération, etc. Mais l'avantage donc de cette méthode, c'est que du coup, c'est très facile à implémenter, ça coûte peu cher, c'est très rapide, au prix de cette légère asymétrie. Puis, évidemment, utiliser des nombres entiers, c'est une chose. Mais couramment, nous manipulons des nombres à virgule. Donc les nombres à virgule, on parle souvent de virgule flottante, c'est quelque chose que vous utilisez assez couramment, je dirais. Donc vous allez utiliser des nombres simple précision, double précision. Donc simple précision qui sont des nombres à virgule flottante représentés sur 32 bits, double précision sur 64 bits. Sachez qu'il existe d'autres représentations, notamment les coprocesseurs mathématiques dans vos ordinateurs travaillent très couramment sur 80 ou 96 bits, voire plus. Voilà. Donc cette représentation en virgule flottante, c'est quelque chose qui n'est pas très récent. C'est quelque chose qui a été notamment inventé dans les années 40 par M. Konrad Suss, qui était un Allemand, donc, qui a conçu le premier ordinateur qui était capable de faire des calculs arithmétiques en virgule flottante, et c'était un ordinateur à tube. Donc autant dire que c'était quelque chose d'assez massif. Et donc on part du postulat suivant, c'est-à-dire on va prendre, comme on ne sait pas représenter une infinité de valeurs, par contre on va dire, entre guillemets, prendre cette amplitude de représentation et de dire sur les nombres où est-ce qu'on va placer cette virgule. Donc on va partir sur une notation scientifique où on va positionner un bit de signe. Donc là, c'est comme les nombres entiers. On va utiliser le bit de poil plus fort comme bit de signe. Ensuite, on va utiliser un exposant et une mantis. Donc cette mantis, en gros, on va faire la mantis multipliée par 2 puissance l'exposant. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir représenter un nombre de façon scientifique et ensuite, dans le sixième, de pouvoir implémenter toutes ces opérations pour pouvoir faire des additions, des soustractions, des racines carrées, etc., etc. L'avantage de ça, c'est que ça permet de représenter une plage très vaste de nombres. L'inconvénient, c'est que ça coûte cher en silicium, c'est beaucoup plus lent que les calculs en entier, donc il faut en tenir compte. Et autre problème, c'est que je vous ai parlé de nombres à simple précision ou double précision. En fait, c'est plutôt erroné. On ne devrait pas parler de précision. On devrait parler d'approximation, puisque les nombres que vous obtenez, et certaines d'entre vous ont peut-être déjà eu le problème, c'est de dire, tiens, je fais 2 opérations de nombres entre eux, et c'est bizarre, le résultat n'est pas exactement juste. À la fin, j'ai une petite pouillème de 1 ou de 2 qui traîne quelque part, etc. Pourquoi ? Parce que Fabien l'expliquait tout à l'heure, et je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de représenter les nombres dans leur infinité, donc il faut faire des choix. Et à un moment donné, ce qu'on va représenter finalement, ce sont des nombres qui sont sous la forme le nombre multiplié par 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, pardon, plus 1 sur 8, etc., etc. Donc en fait, c'est une base 2. Donc bien sûr, tous ces nombres vont être arrondis sur des bases 2. Et ça va créer donc des approximations de nombres, notamment, qui va être vraiment prégnant, quand vous allez additionner des nombres qui sont d'amplitudes différentes. Prenez un petit nombre et additionnez-le à un très grand nombre, donc des nombres à virgule, vous allez renforcer le fait d'avoir un résultat qui n'est pas juste. Après, ce n'est pas grave.
Il faut être conscient que les nombres que vous manipulez ne sont pas justes. Ce sont que des approximations. Et c'est là que vient la notion... C'est là que vient la notion, justement, pour savoir à quel point votre nombre, vous le considérez comme juste, la notion d'epsilon. Vous allez vous dire, j'obtiens un résultat, et à partir de combien de chiffres après la virgule, je considère que mon résultat est juste. Vous pouvez dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 premiers chiffres. Donc, je vais être juste à 10 puissance moins 3, et j'utilise un epsilon pour pouvoir comparer les nombres entre eux. On vous a souvent dit, ne comparez jamais deux flottants entre eux, justement à cause de ça. Parce que vous pouvez avoir, entre guillemets, 1,3 est égal à 1,3 en deux variables, et ça vous renvoie faux. Vous dites, pourquoi? C'est bizarre. Et quand vous affichez le nombre, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a une petite, ce qu'on appelle une petite queue à la fin du flottant, qui fait que cette comparaison est fausse. Donc il faut rajouter cet epsilon en disant à 10 puissance moins combien je suis prêt à admettre que les nombres sont égaux. Donc je vous ai fait ce petit exemple pour illustrer ça. On va essayer d'additionner le nombre 100,01 avec le nombre 10,09. Je suis censé obtenir 110,10. Donc ça, c'est un petit programme en C++. Hein, vous le compilez, ou en C, vous le compilez. Et donc ça va vous afficher à la sortie. Donc opération 100,010002 plus 10,0900, ça nous donne 110,100006. Donc effectivement, en termes mathématiques, pour nous, c'est faux. Pour l'ordinateur, c'est juste. Voilà. Et si je voulais dire que mon chiffre 110,10 est juste, je pourrais dire à 10 puissance moins 2 ou moins 3 près, il est juste, si je l'arrondis. Et pour terminer sur les flottants, sachez que vous n'êtes pas obligé de manipuler les nombres entiers ou que des nombres flottants. Vous pouvez faire une combinaison des deux. Donc là, c'est le petit bonus que je vous affiche. Alors ça, c'est un extrait de code qui est assez célèbre, qui est issu du moteur de jeux vidéo Quake 1, qui est sorti en 1997, donc qui permet de calculer le résultat de 1 sur racine carrée de x. Alors à quoi ça sert? Ça sert à faire de l'éclairage de polygones. Voilà. Donc ce code-là, il est massivement appelé dans le moteur du jeu vidéo. Donc à l'époque, si on se remet dans le contexte des années 90, peu d'ordinateurs avaient une unité de calcul à virgule flottante. Et donc faire des flottants, ça coûtait cher. Et même quand on en avait une, ça coûtait cher en temps de calcul. Donc il fallait trouver un hack pour calculer très rapidement, avec une assez bonne précision, ce résultat. Donc cette méthode a été écrite donc, chez ID Software. Donc ce n'est pas John Carmack qui l'a écrite. Beaucoup lui attribuent ce code. Pas du tout. C'est un programmeur assez talentueux, un assembleur qui s'appelle Terje Matteson, donc qui travaille chez ID Software à l'époque, qui l'a écrit, mais ce n'est pas lui qui a inventé la méthode. Si on remonte assez loin dans le temps, on se rend compte que cette méthode elle a été pratiquée par Gary Taroli chez Silicon Graphics à l'époque, qui était un grand constructeur d'ordinateurs qui était dédié au graphisme. Mais ce n'est pas lui non plus qui l'avait inventé. Il l'avait plutôt popularisé. Et si on remonte un peu plus dans le temps, on se rend compte que cette méthode a été issue d'une analyse mathématique formelle qui a été produite par les deux cofondateurs de MathWorks, qui s'appellent Greg Walsh et Steve Moller, qui ont cofondé MathWorks, ils ont des gros génies en mathématiques, et donc qui ont fait cette analyse mathématique où on cherche à résoudre finalement l'équation log2 de 1 sur racine carrée de x égale moins 1,5 de log2 à la puissance x. Donc c'est exactement ce que fait ce code-là. Donc en gros, la première chose qu'on fait, c'est on va caster donc, le flottant dans un long, donc dans un nombre de 32 bits. Ensuite, on va ici diviser la valeur par 2 et on va soustraire cette valeur à une constante magique. Alors ça, c'est ça qui est assez magnifique. Si on se dit, il y a cette fameuse constante, donc 0x syntf 37 52 df, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce nombre magique? Il est vraiment magique. Alors pourquoi celui-là? On ne sait pas trop. Donc cette valeur, en hexadécimal, vaut 1 597 463 007. Et c'est une valeur qui marche super bien. Ça nous donne une première approximation de 1 sur racine carrée de x, qui est déjà quand même relativement bonne. Et une fois qu'on a fait cette première approximation, on va utiliser la méthode de Newton pour faire une seconde itération qui va nous permettre d'obtenir l'approximation de 1 sur racine carrée de x à 10 puissance moins 3 près. Voilà, sans utiliser de nombres flottants directement. Donc ça, c'est super intéressant parce que manipuler des entiers et donc faire des décalages vers la droite et des soustractions, ça, le processeur, il sait le faire très très rapidement. Et une valeur à 10-3 près, pour faire de l'éclairage de polygones, pour l'œil humain, c'est plus qu'il n'en faut. Donc on n'a pas besoin d'avoir un nombre super précis, on a besoin d'avoir un nombre qui est suffisamment précis pour qu'à l'œil, ça ne jure pas.
Et donc, alors pourquoi cette constante? En fait, l'analyse mathématique donnait en théorie notre constante, mais qui finalement, dans les tests, fonctionnait moins bien. Et donc, les cofondateurs de Mathworks ont trouvé que cette constante marchait très bien. Et donc, il y a d'autres informaticiens et mathématiciens qui ont travaillé plusieurs années pour essayer de trouver une constante qui marchait mieux. Et donc, quelqu'un l'a trouvé, par calcul par force brute, une constante qui marchait mieux à quelques bits près. Voilà. Donc ça, c'est juste pour l'information, mais c'est un code qui est resté et qui est encore utilisé à beaucoup d'endroits, notamment dans des microcontrôleurs ou des processeurs, notamment par exemple les Cortex M3 que vous avez dans plein de périphériques qui n'ont pas d'unité de calcul arithmétique flottante. Et donc pour faire afficher des polygones ou de l'éclairage ou ce genre de choses, c'est encore très très utilisé. Ok. Dans les années 80, on a un essor de l'ordinateur personnel qui arrive dans les maisons, et donc un essor du marché du jeu sur les ordinateurs personnels, et donc de la scène pirate. Donc les pirates vont commencer à modifier les jeux, donc bien sûr pour enlever les systèmes de protection anti-copie, mais aussi pour faire des trucs genre rajouter des vies infinies, enlever des bugs, les recompresser. Et puis surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils vont faire un truc, c'est qu'ils vont afficher leur nom au démarrage du jeu, pour dire hey, « ce jeu c'est moi qui l'ai craqué, c'est moi le plus fort ». Ce truc, ça a donné une émulsion sur la scène pirate, et les pirates vont se mettre à faire les introductions de plus en plus impressionnantes sur les jeux pour montrer leur savoir-faire, au point que ça va donner naissance à une discipline qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la démo. Dans ces démos, dans les années 90, on voit apparaître un effet qui s'appelle le rotozoom. Le rotozoom, donc, qui consiste à faire une rotation et un zoom d'une image. Alors, du point de vue des représentations, il est intéressant ce rotozoom parce que la représentation naturelle pour faire ça, ça serait de dire ben, j'ai les coordonnées de mon point à l'écran, donc x, y, des coordonnées cartésiennes, je vais passer en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, donc j'ai un angle et une distance, je vais incrémenter mon angle, ça va faire ma rotation, je vais multiplier ma distance, ça va faire mon zoom. Et puis, j'ai plus qu'à repasser en coordonnées cartésiennes pour avoir un x, y et pouvoir calculer l'adresse de mon point dans l'image. Et donc, je vais répéter ce calcul pour chaque point de l'image. Donc, à l'époque, en 320-200, donc 64 000 fois par image. Et 64 000 fois par image, je vais me taper des calculs de carré, racine carrée, arc tangente, addition, etc. Et donc, si je fais ça, royalement, je vais afficher une image toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. Donc, si je veux montrer que c'est moi le plus fort, je ne vais pas faire ça. Je vais chercher d'autres techniques. Et je vais pouvoir aller chercher un peu plus loin dans le programme de maths et aller chercher les formules les matrices de rotation. Avec ces formules des matrices de rotation, je vais pouvoir, en faisant un produit de matrices, garder mes coordonnées cartésiennes et donc éviter toutes mes racines carrées, mes tangentes, etc. Alors, il me reste bien un sinus et un cosinus, mais ce sinus et le cosinus, ça va être le sinus et le cosinus de mon angle de rotation. Et donc, celui-là, j'ai calculé qu'une fois par image, pas 64 000 fois. Et donc, j'ai plus que 4 multiplications et 2 additions à faire si je fais ça. Donc là, je vais pouvoir arriver, je crois, entre 2 et 5 images secondes par là. Mais par contre, une fois que j'ai dit que mon sinus et mon cosinus, là, c'était des constantes, en fait, mon produit de matrice, c'est une fonction affine. La fonction affine a une propriété qui va être super intéressante. C'est que si j'ai déjà calculé que ce point-là à l'écran, ben, il va falloir que j'aille chercher ce point-là dans l'image, quand je vais me déplacer d'un vecteur connu, constant, par exemple de 1 pixel sur la gauche pour afficher le point suivant, en fait, je vais me déplacer dans mon image d'un vecteur constant aussi. Donc je vais avoir à calculer qu'une fois par image. Et donc, c'est ce que je vais représenter là-bas. En fait, ça va revenir à faire une espèce de lecture en diagonale de l'image. Et donc, je ne vais plus avoir à faire qu'une addition de vecteurs pour chaque point. Tu peux lancer la démo. Et donc, grâce à ce système, je vais arriver à faire, en gros, une quinzaine d'images secondes et donc avoir enfin quelque chose qui va ressembler à une animation. Alors, je vais avoir 15 images secondes, mais je vais avoir 15 images secondes sur un 486 DX, c'est-à-dire les premières machines en gros qu'on a eues à la maison et qui avaient des coprocesseurs mathématiques pour faire les calculs à virgule flottante en hard. Si j'en ai pas, est-ce que je pourrais faire ça sur des entiers? Alors, sur des entiers, j'aurai un problème, c'est que si j'avance de 1 pixel en 1 pixel et que l'image d'après, j'avance de 2 pixels en 2 pixels, mon facteur de zoom il va passer de 1 à 0,5, et du coup, je ne vais pas avoir des animations très fluides. Un truc sur lequel je vais revenir sur les calculs à virgule flottante dont parlait Olivier, c'est que un nombre à virgule flottante sur 16 bits ne me permet pas de représenter plus de valeurs différentes qu'un entier sur 16 bits. En fait, ce que je vais faire quand je fais un float, c'est que je vais faire une espèce de déformation de mon espace des nombres, et je vais resserrer les valeurs dans les petites valeurs pour avoir beaucoup plus de précision, et au contraire, dans les grandes valeurs, je vais les espacer pour pouvoir aller chercher des nombres beaucoup plus grands. Donc j'ai une espèce d'adaptation de la précision de mes nombres à l'ordre de grandeur, ce qui est super intéressant, mais ce qui est aussi super coûteux en fait.
Donc, est-ce que je ne pourrais pas opérer une autre déformation de l'espace qui serait moins coûteuse et qui n'aurait pas ce défaut-là? Parce que dans mon cas, en fait, si j'y réfléchis bien, l'adaptation automatique aux ordres de grandeur, j'en ai pas besoin, puisque mes ordres de grandeur, je les connais, ils sont fixes. Mon sinus et mon cosinus, c'est entre -1 et 1. Mon image, elle fait 320-200. Je les connais, mes ordres de grandeur. Donc, en fait, j'ai une façon de faire ça qui consisterait, en fait, tout simplement à multiplier mes nombres ou à pré-multiplier ou prédiviser mes nombres par une constante. Et donc, faire une compression linéaire de mon espace. Et ça me coûte beaucoup moins cher. Cette compression linéaire de l'espace, cette représentation des nombres, c'est ce qu'on appelle des nombres à virgule fixe. Je n'ai plus une variation de mon pas il est constant, ce sont des nombres à virgule fixe. Ces nombres à virgule fixe, ils ont une propriété assez magique, c'est que la représentation à virgule fixe de la somme de deux nombres, c'est la somme des représentations à virgule fixe des deux nombres. Pour expliquer ça en termes compréhensibles, imaginez, vous êtes en CE1. Vous ne savez pas additionner 1,6 km avec 1,4 km. C'est pas grave, vous passez en mètres, vous savez additionner 1600 mètres avec 1400 mètres. Et ça, c'est génial, parce que mon processeur, il sait déjà faire les additions, donc en fait, il sait aussi déjà faire les additions de nombres à virgule fixe. Alors, pour les multiplications, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai un facteur K là, qui va traîner à la fin, de la même façon que quand j'ai passé mes kilomètres carrés en mètres carrés, ça va être un peu plus compliqué, mais ça, c'est pas grave, pour deux raisons. D'une part, parce que de la même façon qu'en base 10, c'est très facile de multiplier par des puissances de 10, il suffit de déplacer ma virgule. En base 2, je vais pouvoir très simplement multiplier ou diviser par des puissances de 2 en décalant d'un bit. Et en particulier, pour multiplier par 256, il me suffit de décaler mes valeurs d'un octet. Donc ça se fait bien. Et puis la deuxième raison, c'est que de toute façon, dans mon calcul de tout à l'heure, dans la dernière version de faire le rotozoom, des multiplications, j'en ai plus pour chaque point, donc en fait, c'est pas grave. Je vais juste avoir un inconvénient à faire ça, c'est que tout à l'heure, mon entier sur 16 bits, il me permettait de représenter par exemple des valeurs de 0 à 65 535. Si je prémultiplie tout par 256, il ne va plus me permettre que de représenter des nombres de 0 à 255,255 256e. Et mon image, elle faisait 320 de large. Et bien, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image qui fait 256 pixels de large, et ça sera beaucoup plus simple. Et 256 pixels de large, je crois que tu peux lancer, ça va m'arranger parce que, bon, du coup on ne voit plus l'image, c'est pas grave. Quand je vais avoir mes nombres multipliés par 256, je vais pouvoir prendre la partie entière de ma coordonnée x, la mettre dans la partie basse dans la partie haute d'un nombre ici, prendre la partie entière de x et y, enfin, je me suis emmêlé dans les explications, vous comprenez, bref. Très facilement, en déplaçant deux octets, je vais obtenir un nombre qui va valoir 256 fois y plus x. Et 256 fois y plus x, ça tombe bien parce que c'est l'adresse du point qu'il faut que j'aille chercher dans l'adresse directement aux coordonnées x, y. Donc en plus, mon calcul adresse devient rapide. Et c'est comme ça que j'arrive enfin, sur un 486, à faire un rotozoom qui tourne en 60 images secondes, ce que mon moniteur est capable d'afficher, donc je n'ai pas besoin d'aller plus vite que ça. Voilà, donc comme disait Olivier tout à l'heure, si vous avez des claviers et des souris aujourd'hui qui ont des Cortex M3, des processeurs très très standards qui n'ont pas d'unité de calcul à virgule fixe, à virgule flottante, ces astuces de calcul, ces représentations sont toujours utilisées aujourd'hui. Ce n'est pas que des trucs de demo maker des années 90. Donc là, on vient de parler d'un rotozoom. Donc c'est une façon effectivement d'afficher une image en rotation et en zoom à l'écran. Il y a des choses qui sont plus simples aussi qu'on souhaite souvent afficher. Par exemple, c'est tracer des lignes à l'écran. Tracer des lignes à l'écran, il y a un algorithme qui fait ça très bien, c'est le DDA, le Digital Differential Analyzer. Donc sous terme barbare, c'est quelque chose qui est très simple. C'est-à-dire vous calculez la pente de la droite et vous dites que pour un pixel sur lequel je me déplace en abscisse, de combien de fractions de pixels je me déplace en ordonnée, enfin de fractions de pixels ou de multiples de pixels. Donc ça, c'est facile à faire, puisque vous calculez la pente, vous utilisez des flottants, et ensuite, vous pouvez tracer votre droite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tracer des droites, si c'est quelque chose qu'on revient à faire très très souvent, ça va prendre du temps, puisqu'on va utiliser des nombres flottants. Et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on va avoir des approximations de la pente, potentiellement, on va avoir une droite qui ne sera peut-être pas juste, puisque ce qu'on cherche à représenter, c'est une droite sur un plan qui est discret, donc composé de pixels, et non pas de fractions de pixels. Et si vous tracez une droite suffisamment longue, par le jeu des approximations successives, vous avez le risque d'avoir une droite qui va dégénérer. Donc ça, c'est pas super efficace. Donc, dans les années 60, il y a quelqu'un qui s'appelle donc Jack Bresenham, qui était donc un chercheur, qui avait besoin d'écrire un pilote pour une table traçante, donc qui est aussi un périphérique discret, puisque basé sur des moteurs pas à pas, donc qui sait se déplacer de
tendent pas en abscisse, tendent pas en ordonnée, etc. Donc il avait besoin d'écrire un pilote de table traçante qui soit suffisamment rapide avec les machines de l'époque. Donc dans les années 60, il faut rappeler que les machines n'étaient pas ce qu'elles étaient. Et donc il a pondu un algorithme qui est très utilisé aujourd'hui, donc vous avez sans doute entendu parler, donc c'est l'algorithme de Bresenham. Donc il sait tracer des lignes de façon très rapide. Alors je vais y revenir après, il sait tracer aussi autre chose que des lignes. Donc cet algorithme, il est en ça d'intéressant, puisqu'il permet donc de représenter sous forme fractionnaire, finalement, la pente de la droite. Et c'est un algorithme qui est incrémental, c'est-à-dire que pour déterminer la position du prochain pixel, on a juste besoin de connaître où était l'ancien pixel et d'avoir une forme de compteur qui va nous dire où est-ce qu'on en est dans la représentation de la pente de la droite. Donc pour ça, lorsqu'on va se déplacer d'un pixel sur les abscisses, on ne va pas se déplacer en ordonnée et on va noter quelque part l'erreur de combien de fractions de pixels on aurait dû se déplacer. Pour ça, on utilise un compteur d'erreur. Ce compteur d'erreur qui va valoir 0 au début de l'algorithme et qui va être alimenté, chaque fois qu'on va se déplacer en abscisse, qui va être alimenté par le delta Y, donc la différence de hauteur de la droite. Et lorsque ce compteur va dépasser la valeur du delta X, donc de la largeur de la droite, on va dire « Ah, ça veut dire qu'on s'est déplacé suffisamment par rapport à la pente de la droite, parce que dans l'absolu, si on regarde la droite, si on se déplace de la largeur de la droite, on descend de la hauteur de la droite. Donc part de ce principe, donc on dit, dès que la valeur du compteur d'erreur dépasse le delta X, on retranche le delta X, donc potentiellement il ne retombe pas à 0, peut-être il va retomber à 1, 2 ou 3, et ensuite on continue l'algorithme. Et vous voyez qu'il y a cette erreur qui va se diffuser au fur et à mesure, et qui va permettre donc d'avoir une adaptation sur un plan discret donc, de cette droite. Donc l'avantage, c'est qu'on a besoin à chaque fois de faire une addition systématiquement par tour de boucle, une comparaison et éventuellement une soustraction. Donc c'est très rapide. Ça permet donc d'avoir des algorithmes qui sont efficaces. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ça permet d'avoir une droite qui soit juste mathématiquement représentée sur le plan discret. C'est-à-dire que si vous regardez par rapport au point du centre, la droite, elle est harmonieusement répartie et totalement symétrique de part et d'autre de ce point. Et ça c'est un algorithme donc, qui permet de tracer des droites, mais pas que. Ça permet de tracer des polygones, des triangles, etc. Les premiers GPU, notamment, ou les anciennes cartes graphiques dans les années 80 qui savaient tracer, qui savaient accélérer graphiquement la représentation de certaines formes géométriques, utilisaient l'algorithme de Bresenham pour rasteriser justement les lignes ou les polygones. Alors, comme je vous l'ai dit, cet algorithme il a été généralisé et il permet aussi de tracer des cercles et des ellipses. Voilà. Donc, ce qui évite de passer par des nombres flottants. Alors, si je vous affiche la petite démo, donc voici ce que ça donne. Donc là, vous voyez que la droite, elle est tout à fait harmonieuse et totalement juste par rapport à la droite théorique. Autre type de représentation de nombres, parce que là, on vous a parlé de nombres à virgule fixe, de nombres entiers, de nombres à virgule flottante, etc. Il y a quelque chose qui a été utilisé, qui est toujours utilisé d'ailleurs, notamment en finance et dans la monétique, c'est la représentation BCD. La représentation BCD, elle est assez intéressante puisqu'elle permet d'avoir finalement une forme de représentation des nombres avec quelque part la précision que l'on souhaite, que l'on désire. C'est-à-dire si on se dit je veux des nombres à 2 chiffres, virgule 5 chiffres, c'est nous qui décidons d'avoir cette représentation. Donc en fait, chaque nombre est représenté, chaque digit décimal est représenté donc, dans un quartet, donc un ensemble de 4 bits. Et ces 4 bits vont permettre de représenter les chiffres de 0 à 9. Et ensuite, on va grouper des quartets entre eux qui vont nous permettre de représenter un nombre. Et ensuite, c'est l'ordinateur, en fonction de nous, de ce qu'on aura décidé de où se positionne la virgule, qui permettra de faire les calculs et de repositionner le résultat comme il faut et de faire les arrondis comme il faut. Ce qui permet d'obtenir des calculs justes. Alors, pourquoi c'est intéressant, notamment en finance ou en monétique? C'est-à-dire que, par exemple, sur votre compte bancaire, si jamais il y a une opération de débit, vous ne seriez pas très content qu'on vienne vous retirer ce débit plus quelques pouillèmes de centimes d'euros. Donc ça permet de faire des calculs qui sont très justes. Alors sachez que, par exemple, beaucoup d'ordinateurs, ça a été très utilisé sur les mainframes, notamment les mainframes IBM, les ordinateurs avaient des fonctionnalités, des codes machines qui permettaient d'accélérer ces calculs, donc de ne pas avoir à le programmer soi-même. Si vous prenez par exemple les processeurs dans les années 70, grand public type 8080 ou Z80, ils avaient quelques instructions machines, notamment l'instruction DAA, qui permettait d'ajuster à la suite de calculs BCD l'accumulateur du processeur pour pouvoir exploiter correctement le résultat.
il y a plusieurs façons de représenter le BCD, parce que comme on travaille avec des octets, je vous l'ai dit, donc des groupements de 8 bits, on pourrait se dire, on n'utilise que 4 bits sur 8 bits à chaque fois, donc ça fait un peu une perte d'espace. On a créé le paquet DCB, donc, qui permet d'utiliser 4 bits d'un octet, puis les autres 2 autres bits d'un octet, etc., etc. Donc, ce qui permet de remplir l'espace. Et les bits qui sont inutilisés ici peuvent être utilisés justement pour positionner, par exemple, le signe du nombre que l'on vient de calculer ou que l'on souhaite calculer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé encore aujourd'hui par les banques pour pouvoir représenter les nombres. Alors, pour représenter d'autres nombres, par exemple les grands nombres, je pourrais vous parler par exemple aussi des big num. Vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment le framework Java ou C#, etc. propose la gestion des big num qui permet de représenter les très grands nombres et donc de faire des calculs, notamment sur des produits de très grands nombres, notamment utilisés en cryptographie. Voilà. Et à part le BCD, donc là je reste toujours un peu dans le domaine de la finance, on peut aussi exploiter une représentation un petit peu comme on veut. Comme je le disais tout à l'heure, si vous utilisez des flottants, par exemple, pour implémenter des calculs dans un automate de trading, chose que j'ai faite de par le passé, vous allez vite vous rendre compte que vos calculs sont faux et que vous allez vous faire taper sur les doigts. Donc, par exemple, en finance de marché, vous allez très couramment utiliser que des entiers et vous dites, je ne vais pas acheter, par exemple, tant d'actions au prix moyen 2. En fait, on va directement, le prix moyen, on va le mettre de côté, et ça va être une résultante de notre information, de notre achat, et on va juste utiliser des amounts, c'est-à-dire des quantités d'argent, et simplement une quantité d'actions qu'on veut acheter. Donc ça, l'avantage, comme le disait Fabien tout à l'heure, en fait, il suffit de décaler un petit peu notre référence, et de dire, si j'achète sur des marchés londoniens, par exemple, je ne vais pas trader en pounds, avec des virgules, je vais trader en pence, donc avec un facteur 100, pareil en euros, on pourrait dire, je trade en cents. Donc, ce qui nous permet d'avoir un facteur 100 dans notre prix, d'avoir finalement cette quantité d'argent. Je connais la quantité d'argent que j'ai utilisée, par exemple, pour acheter mes 6 pots de yaourt, puisque vous achetez rarement un pot de yaourt à l'unité, vous achetez un groupe de 6 pots de yaourt à un prix de temps, et vous avez la quantité. Et finalement, votre prix moyen n'est que la résultante, donc qu'une division de toute cette masse d'argent divisée par la quantité. Donc, c'est une information qu'on va afficher, par exemple, aux clients ou aux traders, mais qui finalement n'est pas du tout utilisée dans les calculs. Et on va utiliser donc que des entiers. Et si on est malin, on peut utiliser qu'un seul entier. Un seul entier de 64 bits peut contenir sur les 32 bits de poids le plus fort la quantité, ou la quantité d'argent, et les 32 bits de poids faible, le reste. Et donc par le jeu de décalage ou de bit twiddling, vous allez pouvoir faire certaines opérations en quelques opérations machines élémentaires. Décalage, addition, soustraction, multiplication, etc. etc. Donc le bit twiddling, ça dépasse le cadre de cette conférence. Ce sont les manipulations de bits. Vous chercherez sur Internet, vous verrez, il y a plein de hacks assez sympas qui vous permettent de faire, par le biais de manipulations de bits et d'opérations élémentaires, par exemple, de savoir combien il y a de zéros dans un mot de 64 bits. Combien il y a de bits à 1 qui sont positionnés, etc. Donc ça, il y a des opérations qui sont assez puissantes et qui vous permettent de faire des choses assez puissantes, notamment sur des machines qui ont un hardware qui est assez faible. OK. Dernier truc dont on va avoir le temps de vous parler, c'est que tout ce qu'on vous a présenté là, ce sont des représentations pour l'instant qui sont optimisées pour faire deux choses, en gros, des additions, soustractions d'un côté et des multiplications, divisions de l'autre. Avec ça, on peut faire des approximations d'autres fonctions mathématiques, mais ce n'est pas dans tous les cas en fait, où on a besoin de faire ces opérations-là. Par exemple, imaginez qu'il y a des photons qui passent, je veux réagir quand il y a le 40e photon qui passe. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une valeur que je puisse repérer. Je veux avoir une séquence, passer à la valeur suivante et pouvoir réagir à la 40e. Moi, si je suis développeur Java, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un compteur, je vais l'initialiser à 0, et puis à chaque fois qu'un photon va passer, je vais faire plus 1. Et quand je vais faire plus 1, mon processeur va faire une addition. Et quand mon processeur va faire une addition, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va ressembler à ça, en gros. Là, ici, je vais avoir les 2 premiers bits de mes mes opérandes. Je vais les envoyer dans un premier étage d'une porte logique, dont le résultat va arriver dans une deuxième porte logique. Ce résultat-là va sortir la somme, donc le premier bit de mon résultat. Je vais reprendre une partie de ce résultat que je vais combiner dans un autre étage de porte logique, que je vais combiner avec le début de mon calcul de la retenue, qui va aussi dépendre des premiers bits de mon opérande. Et donc, pour calculer ma retenue du premier bit, je vais devoir traverser cet étage, celui-là et celui-là. Quand ce résultat sera stabilisé, je vais pouvoir, de la même façon, calculer mon deuxième bit en prenant plus de deuxième bit de A et B en compte, je vais prendre ma retenue.
Et donc, à chaque fois que je vais rajouter un bit, il va falloir que j'attende qu'il y ait 3 étages de plus qui se stabilisent. Donc, le calcul va être de plus en plus long si je veux faire des calculs sur plus de bits. Donc ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les ordinateurs d'il y a très très longtemps. Maintenant, on fait plutôt des trucs qui ressemblent à ça. On va calculer en fait en avance de phase la retenue. C'est-à-dire que ici, je calcule mon résultat pour mon premier bit. Pour mon deuxième bit, je ne vais pas attendre que ce soit le premier étage, enfin le premier calcul du premier bit qui me donne le résultat. Je vais combiner ici et calculer directement à partir des 2 premiers bits le résultat dont j'ai besoin pour le deuxième. Par contre, pour le troisième, je vais avoir besoin de prendre en compte tous ces bits. Et vous voyez que plus je vais rajouter de bits, plus mon calcul en fait va être compliqué. Alors l'intérêt, c'est que mon temps il est linéaire. J'ai plus un temps qui se rallonge avec le nombre de bits. Par contre, mon coût il monte de façon, je ne sais plus si c'est logarithmique ou n log de n, mais en tout cas, ça me coûte de plus en plus cher. Or, tout ce truc, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir faire des additions et des divisions. Et dans mon compteur, là, j'ai juste besoin de compter. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une séquence de valeurs repérables. Et j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Par exemple, si je prends ça. Ça, ce sont mes bascules, donc ils retiennent chacun de mes bits. Je pourrais dire à chaque bascule, tiens, passe ton résultat à la bascule suivante. Et je pourrais, comme ça, faire un compteur qui se contente de faire voyager un bit. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide. Par contre, là, il a un inconvénient, dit comme ça, c'est que ici, sur 8 bits, je vais pouvoir représenter pour l'instant que 8 valeurs différentes, au lieu de 256. Donc là, j'ai de la perte. Alors, pour éviter ce défaut, ce que je peux faire, c'est que ici, au lieu de renvoyer ici mon dernier bit à la fin, quand j'ai fait le tour de mon compteur, je peux faire une combinaison logique de certains bits et renvoyer la combinaison logique de ces bits à l'intérieur du compteur. Donc ça va générer une nouvelle valeur à chaque fois que je vais faire le tour. Avec ce système, je vais pouvoir, sur 8 bits, avoir jusqu'à 255 valeurs différentes, au lieu de 256, parce qu'il y en a une qui boucle sur elle-même. Okay, donc ça, ce système-là, c'est ce qu'on appelle... Alors on peut étudier leurs propriétés de ces compteurs avec des polynômes, donc on appelle ça des compteurs polynomiaux. Et les compteurs polynomiaux, il y a une console qui est sortie en 1977, l'Atari 2600, qui est alors une vraie merveille en matière d'astuces, de tirage sur les coups dans tous les sens. Cette console est vraiment magnifique. Alors des compteurs polynomiaux, elle en est truffée, il y en a partout dans cette console. Donc ça, c'est un bout du schéma du TIA, donc du chip graphique de l'Atari 2600. Et là, vous reconnaissez ici, alors ça c'est le compteur qui va savoir s'il faut afficher le sprite ou pas. Donc quand vous voulez afficher un joueur, quand le faisceau d'électrons passe à un endroit, vous mettez un compteur à 0. Quand le faisceau d'électrons avance, le compteur s'incrémente. Il va repasser à la ligne suivante. Quand il va repasser à 0, il va y avoir une détection. On dit hop, il est à 0, je commence à afficher le compteur, je commence à afficher le sprite. Et donc il faut un compteur pour suivre l'avancée du compteur. Alors ce compteur il marche comment? Là vous reconnaissez les bascules ici. Ici ce qu'on a, c'est la combinaison de 2 de ces bits qu'on envoie ici. Alors c'est un XNOR qu'on renvoie à l'entrée. Et puis dessous, ici, vous avez les lignes qui vont comparer, qui vont dire si ce bit est à 0, celui-là est à 1, etc. Je fais tel truc, etc. Et puis j'envoie des signaux aux autres messages. Donc si je représente ça avec ma notation de tout à l'heure, en gros, il va ressembler à ça, mon compteur polynomial. Et ce compteur polynomial, si j'essaie de regarder les valeurs qu'il génère, par contre, ce n'est pas des valeurs sur lesquelles je sais faire des additions. Ces compteurs polynomiaux, comme ça, on les utilise même pour faire on les utilisait pour faire la génération de nombres pseudo-aléatoires, tellement c'est bordélique ce qui sortent. Celui-là, il sort ce genre de truc. Le truc que je vous ai dit tout à l'heure que personne n'utilisait. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Il y avait 2 raisons. Alors d'une part, pour le plaisir de vous montrer le schéma de l'Atari 2600, d'un bout de l'Atari 2600 dans une conférence, ça c'est un petit truc perso. Mais surtout, il y a une raison, ce qui était de dire, tout ce qu'on vous a dit là, on a choisi de parler, tu peux envoyer la démo, on a choisi de parler du binaire. Au début, on s'est dit qu'est-ce qu'on va raconter en 1 heure sur le binaire. En fait, sur un sujet aussi simple, aussi basique que le binaire, en 50 minutes de présentation, on n'a pas le temps du tout d'en parler. On attend que de commencer à effleurer le sujet en faisant plein d'énormes approximations. Et c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que notre but aujourd'hui, vous avez bien compris, c'était pas de faire de vous des meilleurs développeurs en binaire. C'était de vous montrer que sur des sujets aussi simples que ça, et en tirant un peu le truc, voilà, ça c'est des gens qui s'amusent, enfin ça c'est moi qui m'amuse encore à faire des rotozooms 30 ans après les années 90, donc en GLSL. Et bien, en creusant des sujets aussi basiques que le binaire, on peut encore trouver de la beauté dans ce qu'on fait sans aller chercher dans des trucs super compliqués. Voilà. Effectivement, et donc ce qu'on voulait présenter là, comme on a dit, on a fait des approximations, on n'a pas tout abordé, je parlais des big nums tout à l'heure, etc. Ça dépasserait largement le cadre de la conférence, hein, si on voulait parler de tout ce qu'on voulait parler, la conférence durerait 2 jours. Sur ce sujet, ce qu'on voulait dire,
c'était que ça, c'est parti d'un sujet type, entre guillemets, machine à café entre Fabien et moi. On s'est dit, sur des sujets qui sont aussi convenus que ça, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Et il y a beaucoup de gens, finalement, aussi qui ignorent des choses qui ont été utilisées auparavant. Par exemple, la virgule fixe ou ce genre de choses. C'est des choses qui ont été beaucoup explorées. Et si un jour vous êtes confronté sur des problématiques de ce type-là, vous pourrez vous dire, ah oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe et que je pourrais exploiter. Voilà. Sachez qu'il n'y a pas juste que les entiers, les flottants, les bytes, les words, les 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Qu'il y a plein de façons de pouvoir représenter les nombres. Et tout dépend finalement de votre besoin métier, de ce que vous voulez faire de ces nombres. Donc on est très content que vous soyez venus nous voir. On vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et amusez-vous bien.